mot sur le côté séduisant. C'est un mot qui plaît aux galeristes, aux historiens de l'art. Le séduisant n'est pas le beau. Dans l'idée du séduisant, je crois qu'on est directement dans l'idée de la vérité. Ou alors c'est le beau, mais plutôt au sens kantien du terme, au sens le sublime. C'est-à-dire que Kant dit, je me trompe certainement, il y a des gens très intelligents dans la salle, mais Kant dit que si vous voyez une tornade s'abattre et tuer des milliers de gens, le spectacle est tout de même sublime. Il y a quelque chose de beau dans cet événement terrifiant. Alors pour replonger sur la phrase, avant de commenter un peu mon œuvre, l'art pour ne point mourir de la vérité, en la relisant ce matin, je me suis dit, c'est tout de même une phrase de spectateur. L'art pour ne point mourir de la vérité. Je suis moi-même un spectateur. Je suis un spectateur dès que je vais dans un musée, quand je regarde la télévision. Alors, moi pour le prendre, pour inverser ce que vous disiez, et en le prenant dans le sens platonicien, cette vérité qui s'accompagne du beau, moi je dirais, cette vérité, si on doit mourir d'elle, c'est qu'elle est intolérable. Et si elle est intolérable, je me dis qu'elle est intolérable pour les hommes. Elle est intolérable pour les hommes, et si je me pose la question pourquoi, la réponse pragmatique et un peu relativiste que je me fais aujourd'hui, c'est que simplement on n'est pas câblé pour comprendre l'entièreté de la vérité, du monde, des lois physiques, de tout ce qui nous arrive dessus par nos sens ou par notre raison. On n'est pas câblé pour ça. C'est un peu le sens de cette théorie à la mode qui me plaît beaucoup du principe anthropique, avec son principe fort, son principe faible, qui disent que le monde observable est fait pour qu'il puisse être observé par nous. Alors c'est une tautologie, hein, mais c'est également une vérité qui voudrait signifier que il y a des choses dans le monde qui ne nous sont pas accessibles, et si nous étions câblés différemment, nous accéderions peut-être à d'autres lois physiques, à d'autres percepts, à d'autres pensées. Et moi, c'est une pensée qui me plaît, qui me réconcilie avec moi-même. C'est une joie toute spinozéenne de voir mes propres limites. Je vois mes propres limites et donc je peux trouver le beau. Et du coup, je suis libre. Et je suis libre de quoi? Je suis libre de m'amuser. Alors par exemple dans cette toile, qui est une toile que j'ai réalisée à la demande d'un musée, à Tarbes d'ailleurs, au musée Larrey, c'est une toile, ils m'ont demandé de faire une exposition, et je leur ai dit au lieu d'exposer mes œuvres comme d'habitude, je vais mettre en avant le fond muséal dont nous disposons, pour montrer à tous les Hauts-Pyrénéens qu'il y a beaucoup de belles œuvres. Et donc j'ai choisi des œuvres dans les réserves, je les ai refaites à ma sauce. Et le deal, c'était, j'expose les miennes dans la salle du Carmel, et vous exposez les originaux que j'ai choisis dans les réserves au musée. Les gens feront un aller-retour. Alors cette toile, c'est une toile de Donato Creti, qui est datée autour de 1700 à la base, et c'est une toile dont le thème est Achille, traînant le corps de Patrocle, traînant le corps d'Hector. À la base, c'est une toile qui fait... Alors là, vous avez le format... On a un peu de chance parce que c'est à peu près le format réel de la toile. Elle fait 3 mètres par 1,70 m, celle que j'ai réalisée, tandis que la toile originale est 4 fois plus petite. Et si vous le remarquez, on va faire une petite analyse rapide. D'abord, il n'y a pas de fond. Ensuite, vous remarquez qu'il y a des personnages, par exemple ces personnages en haut à gauche, en vert, qui sont comme copier-coller derrière le char, puis en bas à droite. Vous avez ce grand personnage mal fait avec sa cape rouge là-bas, avec ses mains et ses bras bizarroïdes, qui est à nouveau copié-collé ici, et vous avez les deux corps à l'avant qui sont à l'arrière également. Alors, pour ma défense, les bras mal faits de ces bonhommes, parce que d'abord je ne prends pas un grand soin à la réalisation technique de l'œuvre. À partir du moment où on comprend ce que c'est, à partir du moment où on nous atteint, ça me plaît, on est déjà dedans. Et surtout, le bonhomme sur le tableau original était grand comme ça. Et moi, j'ai utilisé vraiment, j'ai fait une photo, puis j'ai agrandi cette photo pour agrandir le personnage. Je n'ai pas voulu améliorer le geste qu'il faisait ou le réinterpréter. Je l'ai représenté. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que dans ma vision de ce tableau, il devenait plus dynamique, plus lisible, plus intéressant. Et je m'octroie la liberté de déformer une réalité qui ne me plaît pas toujours parce que je la trouve un peu trop laide, et je rends sa représentation plus belle,
Donc là, il s'agissait de dynamique, mais je peux travailler vraiment différemment. Je vous invite à venir me rencontrer à l'atelier. Je travaille sur d'autres aspects que cette dynamique, mais c'est vraiment le cœur de ce que je fais. Alors je vais rebondir sur aussi une phrase, enfin, quelque chose qui est arrivé à Pablo Picasso pour expliquer ce que je pense être ce rapport à la vérité dans la peinture. Picasso est traîné par André Derain dans ce qui deviendra le Quai Branly, donc un musée de l'homme. Il n'est pas content d'être là, c'est le matin, il est jeune, ça sent très mauvais dans le musée, ça sent moisi, il y a des œuvres africaines partout autour de lui, des œuvres ibériques. Il dit: je reste quand même parce que j'ai senti qu'il se jouait quelque chose là pour moi. Donc je reste, et salle après salle, en ronchonnant, je réalise soudain que ces objets devant moi, ces fétiches, ne sont pas des œuvres d'art. Ce sont des objets artificiels conçus par des hommes pour s'interposer entre eux et l'hostilité du monde. Alors en disant ça, bon, moi ça m'a bouleversé quand je l'ai lu parce que tout le cubisme était là. Et on s'aperçoit que à la fois ces gens-là ne faisaient pas de l'art, et à la fois Picasso invoquait quelque chose de sacré qui n'était pas forcément artistique dans ses œuvres, mais que la frontière était poreuse. C'est une frontière pour soulever le voile et voir un tout petit peu la vérité. Pour moi, la vérité n'est accessible, nous qui ne sommes pas câblés pour la recevoir, par l'art. Alors, dans mon petit panthéon personnel, je mets tout en haut de ce panthéon la poésie. La poésie qui est le moyen le plus dérivé, le plus dévié de pouvoir apercevoir l'art sans se brûler les rétines, hein, puisque chez Platon, quand on se retrouve en sortant de la caverne face non pas à la représentation des choses, mais aux choses elles-mêmes, on se brûle les yeux. Donc la vérité, cette vérité intolérable, par la poésie on l'entrevoit. Et bien sûr tout de suite en dessous, je mets la peinture avec des artistes comme Francis Bacon, qui pour moi, dans ma définition, donc, font des œuvres belles, c'est-à-dire réelles. On pourrait parler ensuite de la musique, et la musique, bon, David Freinet par là, j'en profite pour dire des bêtises tant qu'il n'est pas là, mais par exemple, il y a un rapport beaucoup plus complexe à la vérité, même dans la musique. Le travail de David Freinet, c'est un travail d'interprète. Or, on peut penser que les interprètes font un travail plus essentiel encore que celui qui est le travail du compositeur dans la musique, c'est ma vision, dans le sens où d'abord, quelqu'un qui compose ne va pas forcément bien jouer. Hein. Beethoven, à la fin de sa vie, était sourd, et quand il jouait les morceaux que l'orchestre l'interprétait, les gens ne comprenaient rien à ce qu'il jouait, parce qu'ils même n'entendaient pas ce qu'il jouait. Et surtout, le devoir de l'interprète, c'est de mettre sa singularité au service d'une partition très serrée, et si ça ne fonctionne pas, il est dans un tel fil d'équilibre, dans une telle poésie, que les spectateurs ne rentrent pas à l'unisson, ou pour reprendre un vocabulaire religieux, ne rentrent pas dans l'égrégore. Cet égrégore, c'est le fait que nous soyons tous à l'unisson, pour le meilleur et pour le pire, dans quelque chose. Alors cette vérité, pour moi, celle que l'artiste nous permet d'entrevoir par des représentations, c'est une vérité que j'appelle un peu d'universel chez l'individu. C'est quelque chose que nous avons tous, que nous comprenons tous et sur lequel nous nous accordons, dans le beau, dans le laid, dans l'infâme, dans l'intolérable. Et le travail de l'artiste, c'est de venir mettre en avant ça. Alors en tant que spectateur, je trouve ce rapport à la vérité intéressant, c'est ce qui me stimule dans une œuvre, c'est ce que je vais regarder. J'ai entendu il y a un mois ou deux un concert à Pau d'un musicien qui s'appelle Michel Clou, qui est un musicien qui a maintenant pas mal de bouteilles et qui a fait des groupes, pour ceux qui connaissent, un rock qui s'appelle par exemple Diabologum ou Expérience, et qui dit cette phrase maintenant qu'il a 50-55 ans, il dit « La vie est dure et ça peut paraître con, mais la musique et l'art en général, ça me sauve tous les jours. » Et lui, c'est un créateur. Lui, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté du combat pour la vérité. Et moi, je me considère, modestement, comme quelqu'un qui est dans l'action, dans le ferraillage,
avec le vrai, avec le beau, avec le laid. En tout cas, c'est ce qui motive mon travail. Et donc, en tant que créateur, je peux vous dire que moi, l'art me sauve tous les jours. Et donc, cette recherche de la vérité me sauve tous les jours. Voilà, j'ai le panneau de la bastonnade. J'espère que j'ai pas été trop décousu, que j'ai pu vous donner quelques bribes comme ça, choses intéressantes. Si vous avez une ou deux questions, on m'a dit que je pouvais prendre une ou deux questions. Vous avez des micros dans la salle qui seront apportés. Tiens, tu as peut-être une question avant de déplacer. Oui, alors j'ai peut-être une question à te poser. Justement, ce qui m'a paru intéressant, c'est que tu prenais le pendant de la phrase, hein, puisque c'est un charivaris de phrase, et tu prenais de l'autre côté, c'est-à-dire la vision platonicienne hein, de l'artiste comme dévoilant une vérité d'ordre supérieur. Et je pense que c'est très intéressant parce que dans un carnaval, c'est justement, comme tout s'inverse, tout est semblable. Et justement, il me semble que ne pas périr de la vérité, comme tu as très bien dit, c'est comprendre pour Nietzsche que l'art, comme tu dis, nous met face à une vérité, celle de l'idée de parodie, tu vois, et qui emploie souvent ce terme, je crois, c'est-à-dire l'idée que nous sommes parodiques nous-mêmes, nous sommes des œuvres d'art parodiques. Et alors justement, je trouve que l'œuvre que tu as choisie, c'est très intéressant parce que c'est une parodie, il me semble, hein, et qui nous mettrait donc en vœu de la vérité absolue de l'art, en tant que, plutôt de l'existence, en tant que nous sommes des êtres parodiés. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer ton rapport à la parodie et au rapport qu'il a à l'art et à la vie? Oui, alors c'est tout à fait ça, c'est une poupée russe. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler, au lieu de représenter quelque chose, un sujet à moi, hein, je peux le faire, ça ne me pose aucun problème de venir réinterpréter une œuvre pour représenter une représentation. C'est-à-dire on est dans une mascarade, on est dans un carnaval, on est tous dans une vie dans laquelle on peut plus relativiser. Alors dans la vie courante, hein, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse des choses très sérieuses pour arriver à survivre et même à vivre ensemble. Des choses très rationnelles, il faut se baser sur une forme de rationalité. Mais l'art et la poésie, encore une fois, ce sont des espaces, la musique, dans lesquels nous avons des interstices pour nous faire apercevoir cette vérité. Et il y a peut-être un petit mot qu'on pourrait dire de ça à la fin, on s'en est aperçu pendant le Covid. Pendant le Covid, on était en survie. Et ce qui nous maintenait un peu chez nous, c'était la musique, c'était ce qu'on voyait à la télévision, les films qu'on pouvait regarder, les livres qu'on pouvait lire, c'était l'art. L'art nous permet de dépasser la survie pour entrer dans la vie. Sans cet art, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en réalité, l'art, ce sont nous les essentiels. C'est bien de soigner les gens, mais l'art, la culture, la philosophie, c'est ça l'essentiel. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes mal câblés, mais nous avons quand même de beaux câbles pour essayer de comprendre ce qui est incompréhensible. Et donc, il faut nous délecter de chaque moment de peinture, de chaque moment de pensée, de chaque moment de poésie. Question à la salle. Oui. Là. Oui. Attends, il y a un micro là-bas et puis là. Oui, vous avez dit qu'il n'y a pas de fond dans votre tableau. Est-ce que vous pouvez développer cette notion-là qui est peut-être qu'il n'y a pas de contexte dans l'espace? Est-ce que ça a une signification philosophique pour vous? Oui, c'est une signification philosophique qui se rapproche beaucoup de la pensée de Deleuze. La pensée de Deleuze, et notamment ce qu'il dit sur Francis Bacon, où il parle de la figure. Moi, je mets en avant les figures, les êtres, et si je mettais un fond, je contextualiserais trop l'histoire. Alors d'abord, j'ai quand même sacrifié à l'histoire en mettant un contexte. Il y a un chat, il y a des épées, il y a des combats. Il m'arrive de mettre des fonds, mais quand je parle de la figure et que je veux vraiment parler du rapport des personnages que je crée entre eux, c'est-à-dire là un non-sens complet. On crée une foule de soldats, il y a des morts un peu partout. Bon, c'est une scène un peu... elle devient presque baroque, un peu too much, un peu comme l'étoile de Rubens à la fin de sa vie, qui est tellement grandiloquente, tellement comme ça dans le flochetage, bon, que moi, elles me plaisent beaucoup, mais qu'elles accentuent ce côté, c'est pas très grave, c'est la peinture. Alors que pour moi, c'est une affaire très sérieuse. C'est l'affaire la plus sérieuse même.
Mais très souvent, effectivement, je mets les figures que je déploie sans fond parce que je trouve ça plus difficile et donc je trouve que c'est un exercice de bravoure dans la peinture. Ceci dit, j'aime bien faire des fonds aussi de temps en temps pour me rappeler au bon souvenir de la technique. Oui, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le charivari et le carnaval. Si l'art nous permet de survivre à la vérité, nous ne sommes peut-être pas câblés, comme vous dites, pour la voir, mais nous voyons une vérité relative en face de nous, tout à fait relative. Et est-ce que l'art, quelque part, n'est pas une aspiration vers l'absolu qui nous permettrait de dépasser ce relatif? Non, en tout cas c'est une trajectoire, mais l'artiste, je peux vous dire, alors pour autant le poète maudit, l'artiste maudit, Van Gogh, c'est pas vrai, comme disait mon maître Gérard Garouste, si Van Gogh avait eu les médicaments contre la bipolarité, la schizophrénie, il aurait fait beaucoup plus dans sa vie, surtout qu'il était au moment où vraiment son art était en train d'exploser. Mais si on regarde de trop face la vérité, on exploserait pour des raisons très pragmatiques, qui est qu'on passerait notre temps à peindre et à refuser que des collectionneurs rentrent dans l'atelier, on ne vendrait plus, donc on n'aurait plus d'argent, donc on devrait travailler, faire un autre travail, donc on ne peindrait plus. Cette vérité, si on voulait la voir de face et y entrer, nous serions paralysés. Donc nous avons le devoir de choisir des petits morceaux, de les prendre et de les mettre en scène. Comme un beau vers de Houellebecq, ou je vous encourage à écouter les variations de Goldberg qu'a enregistré David Frey il n'y a pas très longtemps. Voilà, ce sont juste des petits morceaux de vérité qu'on peut prendre. On ne peut pas, sinon on se brûlerait vraiment, on deviendrait fou. C'est mon avis. Une autre question, si c'est possible? Une dernière. Au moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille. C'était par rapport au sujet que tu peins là, qui est l'un des moments les plus terribles de l'Iliade, hein, où Achille, dans un moment de folie, d'ivresse totalement folle, traîne en fait le cadavre de son ennemi et ne s'arrête plus. Les Grecs lui demandent d'arrêter, les dieux lui demandent d'arrêter. En fait, tu représentes là une transgression totale et tu la représentes de manière joyeuse, je trouve. Il y a quelque chose d'assez joyeux dans le tableau, il me semble, c'est un ressenti. Baroque, comme tu dis, on a envie d'y être en fait. Et alors, justement, cette représentation de la cruauté de façon esthétique, quel sens tu lui donnes? Je lui donne un sens tout relatif. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on entend les trompettes, les corps, des musiques dissonantes qui avancent. Et encore une fois, on est dans la représentation du mort. Et donc, elle est moins grave que la représentation d'une figure figée. Pour reparler, par exemple, du de Rubens ou de Picasso, qui sont chers à mon cœur, ou même de Gérard Garouste aujourd'hui, qui fait des corps très tourmentés, auxquels il arrive des choses très graves. Lui-même, lui arrive des choses graves, donc il fait des tableaux autobiographiques. Et il les raconte de manière drôlatique, à la Rabelais, pour un petit peu relever cette espèce de pédale de frein, de relativiser en disant bon, ça va nous arriver à tous, il y a un début, une fin, entre-temps, goûtons à ces moments. Alors encore une fois, je dis ça sur le fond du tableau, mais pour moi c'est une affaire sérieuse, c'est toute ma vie. J'ai vécu des bonnes périodes, j'ai vécu des mauvaises périodes, mais quoi qu'il en coûte, je suis artiste. Van Gogh, quoi qu'il en coûte, a été artiste. Donc c'est quand même une affaire sérieuse. Mais ce qui est représenté doit, si une leçon doit nous être donnée, c'est que cette leçon, c'est pas très grave, ce n'est qu'une anecdote sur ce qui arrive et sur ce qui est du truc. Alors évidemment, par contre, c'est un fourre-tout, hein. C'est un tableau, c'est une valise, il y a des multiples sens, moi c'est ce que j'aime. Et puis c'est votre interprétation qui compte plutôt que la mienne d'ailleurs. Voilà, je vous remercie.